Salut, c'est Jennifer d'Ocha. Pour faire un podcast connu, il faut le faire connaître. Ça paraît évident dit comme ça, mais ça n'est pas si facile. C'est pourquoi chez Ocha, nous avons développé tous les outils pour t'aider à propulser ton émission. Plus qu'un hébergeur, c'est une plateforme unique pour promouvoir et analyser ton podcast. Aujourd'hui, on réunit la plus grande communauté française de podcasteurs indépendants et professionnels. Et depuis notre création, 98% d'entre eux sont satisfaits. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur osha.co, AUSHA.co. À bientôt et bonne écoute de votre podcast. Depuis que je suis ado, la période des règles est une période redoutée pour moi et ceux qui me connaissent. Mal au ventre, impossibilité de mettre un tampon, serviettes hygiéniques qui me font des allergies. Bref, une panoplie de mésaventures que connaissent la plupart des femmes. Et d'ailleurs, lorsque l'on sait que les règles surviennent 12 à 13 fois par an pendant près de 40 ans, il vaut mieux être au sec, préserver sa santé et se sentir belle. Quel ne fut pas mon bonheur de découvrir Elia Lingerie, seule marque de lingerie menstruelle bio à avoir la certification Origine France garantie. J'avoue avoir eu un coup de cœur pour la culotte Philomène en coton ultra doux, comme tous les produits de la marque, et pour le livret consacré aux premières règles, parfait pour les jeunes filles et leurs parents qui souhaitent discuter de ce grand bouleversement. En fonction de vos envies et de votre flux, il est certain que vous trouverez le produit qu'il vous faut chez Elia Lingerie ou que vous rendrez heureuse votre femme, amie, sœur en lui offrant une carte cadeau. Merci Elia Lingerie pour votre précieuse participation sur ce podcast et rendez-vous sur leur site dont le lien est dans les notes de l'épisode. Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées, mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore ICO. Cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Héloïse Bouton. Le risque, pour moi, c'est de présenter le féminisme comme l'empowerment absolu ou de faire du marketing en fait féministe, quoi. Héloïse Bouton, tu es journaliste indépendante, autrice, militante féministe, spécialisée dans les droits des femmes, les féminismes et le hip-hop. Tu es fondatrice de Madame Rap, premier média en France dédié aux femmes dans le hip-hop, et cofondatrice de House of Consent, média pédagogique qui accompagne et informe sur les violences, la sexualité et le consentement. Tu as également travaillé pour les Inrock, Cosette, l'Obs, le Parisien Magazine, Femme Actuelle et l'Express. En 2013, tu mènes une action individuelle pro-avortement avec Femen à l'église de la Madeleine à Paris. Un an plus tard, tu es condamnée pour exhibition sexuelle, une décision dont tu fais appel. S'ensuit un livre, Confession d'une ex-Femen, paru en 2015. Aujourd'hui, tu as quitté les Femen, mais continues à militer sans étiquette, en animant des ateliers, des groupes de parole ou en donnant des conférences. Aujourd'hui, pour comprendre comment tu en es arrivée là, de celles qui osent le féminisme plus que jamais et prennent des risques, j'aimerais parler avec toi de ton enfance. Tu as souvent déménagé, de la Picardie à Tours en passant par Nice. Tu as également beaucoup été marquée par des pays étrangers où tu voyageais avec tes parents. Quels souvenirs as-tu de ces voyages ? J'ai des souvenirs en fait assez chiants, bizarrement, où je pense que quand on est petit et qu'on est un peu trimballé partout, on se rend pas compte de la chance qu'on peut avoir et c'était clairement une vie de privilégiée parce que mes parents travaillaient à Air France donc j'avais des billets pas chers du tout et on pouvait pendant des petites vacances scolaires aller à New York pour rien ou à l'île Maurice au soleil en plein hiver et je pense que je me rendais pas compte de ce privilège-là et j'ai plus je pense que ce que ça m'a apporté c'est plus une dépendance au soleil et à la plage assez forte et qui est assez frustrante aujourd'hui puisque quand on n'a plus ces privilèges-là c'est cher et peut-être ce goût quand même malgré tout du voyage où je sais que c'est quand même quelque chose qui est ancré en moi aujourd'hui en tant qu'adulte et dès que je peux m'échapper de Paris ou de la France je le fais quoi.
Tu as été diagnostiquée ce qu'on appelle aujourd'hui haut potentiel. Est-ce que tu dirais que ça a eu une influence sur la femme que tu es devenue par la suite ? Je dirais pas que ça a une influence sur la femme forcément, enfin le côté genré, sur l'adulte forcément, parce que c'est quelque chose, je pense, qui est encore très mal traité en France. Où d'un côté, on va avoir le cliché de l'espèce de génie, avant on disait précoce aussi, on disait enfant précoce ou de surdoué, comme on disait, de la personne qui, je sais pas, fait un problème de maths en 5 secondes et à l'âge de 7 ans, ce qui était absolument pas mon cas en fait. Et j'ai l'impression que j'ai tout le temps dû, en tout cas, ce qui a dû coller à ma construction d'adulte, c'est le fait de on a des préjugés sur moi par rapport au fait d'être au potentiel. Donc, ça veut dire que je dois être la première de la classe, que je dois avoir 20 sur 20, que je dois pas avoir d'amis, avoir des lunettes et aimer lire pour vraiment caricaturer. Et en fait, j'étais une élève très turbulente. Je travaillais, mais minimum syndical pour avoir la moyenne. Et en fait, j'ai jamais été dans ce cliché-là. Donc, je pense que ça m'a appris en tant qu'adulte à pas me conformer aux attentes des gens, en tout cas. C'est ça que je retrouve, en tout cas, de l'enfance dans mon quotidien aujourd'hui, ouais. Et quel genre d'éducation as-tu reçu ? J'ai reçu une éducation assez classique, en fait, parce que mes parents, par exemple, se disent pas croyants ou catholiques, etc., mais eux-mêmes ont reçu une éducation, je pense, très dure. J'ai des parents âgés qui sont nés dans les années 30-40, donc c'est plutôt des générations de grands-parents, voire qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et tout, donc c'est assez atypique, je pense. Et du coup, qui ont reçu comme éducation, mais voilà, très très à l'ancienne, très dure, avec quand même plein de préjugés et toute une éducation judéo-chrétienne qui est laïcarde, bizarrement. Mais en même temps beaucoup plus ancrée, je pense, que dans certaines familles croyantes, catholiques ou d'autres religions d'ailleurs. Donc avec beaucoup d'interdits, beaucoup de stéréotypes de genre et de stéréotypes tout court d'ailleurs. Je sais pas, le rap c'est dangereux, Paris c'est grand, enfin voilà, des choses un peu comme ça, quoi. Ok. Tu dirais que tu es devenue féministe ou que tu l'étais de naissance ? Ah non, j'étais clairement pas de naissance. Pour moi, c'est impossible de naître féministe. Enfin, sinon, ça serait merveilleux de naître antiraciste, altermondialiste. Non, je pense qu'on n'est pas du tout féministe. Je pense qu'on peut avoir la chance de recevoir une éducation féministe et d'y être confronté tôt, et c'est super. Mais moi, j'ai l'impression que je le suis devenue et que tous les jours, c'est un travail du quotidien, quoi. Que chaque jour, j'essaye de faire du féminisme, de faire féministe, de me questionner féministe. Mais en tout cas, c'est une déconstruction permanente, comme sur plein d'autres sujets, en fait. Comme sur, je pense, même le capitalisme. Oui, j'ai grandi en France, dans un pays occidental, dans un milieu plutôt privilégié, a priori. Oui, c'est des choses à déconstruire aussi, comme le racisme, comme tout ça, quoi. Donc non, vraiment, pour moi, c'est non seulement on n'est pas féministe, mais c'est un travail de toute une vie, quoi. C'est jamais fini. Tu ne t'en caches pas, tu as été victime d'inceste de la part de ton père. Tu dirais aujourd'hui que c'est l'un des éléments déclencheurs de ton adhésion au féminisme ? Alors, c'est forcément un événement constituteur. Après, j'ai été victime d'inceste de la part de ma mère aussi, et c'est un discours qui est hyper difficile à porter publiquement, parce que souvent quand je le dis, on me dit, on reste sur le père, parce que c'est ce qui est entendable, ou parce que les violences fabriquées par des femmes sont pas encore vraiment reconnues et sont encore moins facilement prouvables. Mais en tout cas, pour moi, c'est du coup la famille dysfonctionnelle, hyper violente, et la famille qui déconne vraiment, qui pousse à sortir, à trouver des réponses ailleurs que dans ce cercle-là. Donc je pense que c'est pas forcément ça qui m'a rendu féministe, mais c'est ça qui m'a rendue en colère, en tout cas c'est sûr, et qui a aussi fait que j'ai cherché des réponses théoriques à ces violences ailleurs, dont dans le féminisme, mais pas que, en fait. C'est quoi les autres éléments, du coup ? Les autres éléments, clairement, c'est des thérapies, des recherches de se comprendre soi, pas forcément avec des thérapeutes, on va dire, classiques, mais aussi, je sais pas, d'essayer de s'écouter, de prendre soin de soi, quelque chose qui a été très, très, qui est encore, là aussi, comme le féminisme, un travail du quotidien, quand on n'a pas été habitué à faire ça. Et justement, de savoir à la fois s'écouter et prendre des risques, puisque c'est un peu le thème, sans se mettre complètement trop en danger aussi. C'est toujours ça, et du coup de l'éprouver de manière empirique, c'est-à-dire de dire, je sais pas, j'ai envie de monter mon projet, jusqu'où je m'implique, jusqu'où je me mets en danger, jusqu'où je m'insécurise financièrement, je sais pas, j'ai envie de sauter en parachute, est-ce que je le fais ou pas, pourquoi je le fais, est-ce que je le fais pour me prouver quelque chose, j'ai l'impression que du coup ce raisonnement du soin et du risque est toujours un truc ambivalent chez moi, par les violences que j'ai subies notamment. D'accord.
Tu as eu ton bac très jeune, à 15 ans, tu quittes la maison, tu étudies l'anglais à la fac, à Tours. Tu fais un mémoire sur les femmes dans le rap aux États-Unis et tu découvres le concept du féminisme hip-hop. Est-ce que tu te rappelles la femme que tu étais à ce moment-là ? Pas vraiment. Je pense que j'ai été très bordélique, enfin j'étais très éparpillée sur plein de choses. Je sais pas si j'étais très lisible de l'extérieur en tout cas. Je pense que j'étais hyper active, je faisais plein de choses et en même temps, je sais pas si de l'extérieur on voyait ce fil rouge. J'adorais le rock, j'écoutais beaucoup de rock, j'étais à la fois à fond dans le hip-hop, j'étais dans le hip-hop, j'avais envie de partir aux États-Unis en même temps, j'étais très attirée par l'Amérique du Sud, j'avais envie de travailler tout de suite en même temps, j'avais pas du tout envie de travailler, j'avais envie d'être journaliste en même temps, j'avais envie d'être écrivain, enfin voilà, j'étais dans plein de trucs différents et je pense que j'étais complètement, on va dire vierge en termes de construction politique en fait. J'avais l'impression que j'avais déjà compris plein de trucs, je pense, ou que j'étais très enthousiaste à l'idée de plein de concepts que je pouvais découvrir, notamment à la fac. Mais en fait, quand je regarde aujourd'hui à cette époque-là, je me dis que ouais, j'étais un peu un bébé féministe, mais c'est assez touchant en même temps, le chemin parcouru. Ouais. Tu dis que tu cherches ton groupe quand tu rentres en France et tu intègres les Femmes. Comment on rejoint un groupe comme les Femmes ? Alors, je pense que j'ai rejoint Femen parce que justement, j'avais intégré d'autres groupes avant qui m'avaient pas forcément convaincue. J'ai commencé par intégrer. Alors, je suis allée voir un peu de près les Chiennes de Garde, par exemple, et Ni pute ni soumise, mais je les ai jamais intégrées. Le premier groupe que j'ai intégré, c'est Oser le féminisme. Je crois en 2009, il me semble, 2010, un truc comme ça. Et j'y suis restée à peu près un an, et c'était un peu décevant sur les questions LGBT, queer, tout ça, où je me retrouvais pas vraiment. Et puis c'était trop à l'époque proche du PS et j'avais pas envie de cette récupération politique en tout cas et masculine de fait en fait. Donc j'en suis partie. Après j'ai été à la Barbe, qui est donc un collectif de femmes qui mettent des barbes pastiches et qui interviennent dans des assemblées d'hommes pour dénoncer un peu de manière ironique leur entre-soi masculin. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y avait ce lien à la performance, au théâtre que j'ai fait beaucoup aussi plus jeune, la danse, enfin tout ça, ce côté de scénariser en fait, d'action vraiment. Et c'est vraiment ce que je pense qui m'a attirée d'abord dans Femen. C'était comme si c'était la prolongation de la Barbe un peu, avec le corps des femmes au centre de leur mouvement. Et c'est vraiment ça qui m'a interpellée avant tout. Et c'est la seule chose qui en fait m'a motivée à rejoindre le mouvement et avec laquelle j'ai toujours été en accord. Ça n'a jamais bougé. Et comment tu décrirais les femmes qui se cachent derrière ce groupe, du coup ? C'est difficile parce que je me demande parfois si je les ai vraiment connues. Je dirais que on n'a rien à voir, en tout cas je parle des fondatrices ukrainiennes, parce qu'en France c'est différent. C'est vraiment une autre culture, c'est des survivantes à un système hyper oppressif, hyper patriarcal, qui n'est pas forcément beaucoup plus patriarcal que le nôtre, mais d'une manière beaucoup plus violente en tout cas. Et je pense que c'est des femmes qui ont un engagement qui est absolu et qui est total et qui du coup peut être destructeur, quoi. Peut avoir quelque chose de très justement, on parlait de soins et de risques. Là, c'est une mise en danger perpétuelle à n'importe quel prix. Peu importe si on y laisse des plumes, voir la vie, voir l'état mental, voir sa vie affective, sociale, professionnelle. Et moi, du coup, cette conception de l'engagement, je la trouve quand même très, très problématique. Et en tout cas, c'est pas du tout un modèle ou un discours que j'ai envie de transmettre aux jeunes générations ou même d'ailleurs aux autres générations. Je trouve que c'est un peu flippant. Est-ce que tu peux me raconter justement quelques-unes des actions les plus marquantes que vous avez entreprises et les risques que vous avez pris ? Les plus marquantes, c'est difficile de répondre parce que il y en a certaines qui m'ont marqué plus parce que j'étais de l'intérieur et que je sais pas si elles étaient si marquantes que ça à l'extérieur. En tout cas, vraiment d'un point de vue, moi, je pense que celle qui m'a la plus marquée, c'est celle qu'on a faite contre la manifestation Civitas anti-mariage pour tous en 2012. Où en fait on a interrompu une manifestation de militants catholiques, intégristes et traditionnalistes qui manifestaient contre le mariage pour tous à l'époque, qui était en train d'être proposé comme loi à l'Assemblée. Et nous, on était déguisés en bonnes sœurs et on arrivait avec des slogans In Gay We Trust principalement, qui était le principal slogan. Et on s'est vraiment fait tabasser. Ça a été très très violent et je pense que ce qui m'a marqué, c'est que j'avais pas anticipé justement cette violence-là et que je me croyais en sécurité. Je me croyais protégée par les médias qu'on avait conviés qui prenaient des images, par des amis qui nous accompagnaient, par tout ça. Et je pensais pas que du coup il y aurait un tel déferlement de violence devant témoins, en toute impunité,
sur des femmes à moitié nues qui en fait font plus un happening qu'autre chose, quoi. Et je pense que ça m'a marqué parce que c'est comme si ça m'avait aussi confronté au niveau de mise en danger dans lequel j'étais capable de me mettre aussi, qui est assez questionnant, je trouve aussi, quoi. Et les risques encourus, c'est vraiment ça, enfin c'est avant tout ça, je pense, une forme d'inconscience. Alors on dit courage parfois, mais pour moi c'est quand même aussi de l'inconscience, peut-être c'est lié, hein, mais d'inconscience sur les conséquences. Et les conséquences après, une fois qu'on a passé une journée comme ça, qu'est-ce qu'on fait, à qui on en parle, et comment on traite, comment on recycle cette violence qu'on a reçue. Et évidemment aussi les arrestations, les gardes à vue, et ça c'est pareil, sans forcément d'espace pour débriefer ça. Et oui, n'importe qui, je pense, qui a fait une garde à vue dirait que ça laisse des traces et que je pense que personne n'aime ça, quoi. Enfin, c'est pas du tout un moment agréable. Et donc il y a la violence à la fois corporelle et en même temps psychologique qui est permanente dans Femen, qui est liée à tout en fait, qui est inhérente à tout le fonctionnement du mouvement. Le mouvement est né en Ukraine, tu l'as dit, et a bien pris en France par rapport à d'autres pays. Comment tu l'expliques ? Je pense que c'est parce que l'une des Femen historiques, Ina Shevchenko, est arrivée en France se réfugier suite à une action qu'elle avait faite. Elle avait tronçonné une croix en Ukraine. Elle était un peu poursuivie pour ça et elle pouvait plus mettre un pied chez elle. Et je pense que si elle était arrivée dans une autre ville d'Europe, ça aurait été un peu pareil. Il se trouve que c'est Paris, parce qu'il y avait déjà aussi quelques liens avant qu'elle s'installe avec des militantes féministes ou des militantes françaises. Et je pense qu'il y a quand même un terreau historique de militantisme féministe qui est quand même très très fort par rapport à d'autres pays et qui fait que ça a trouvé un écho assez vite. Et aussi parce que elle porte quand même initialement des combats notamment laïques, etc., qui font écho, enfin on le retrouve encore aujourd'hui, à beaucoup de combats politiques menés par le gouvernement, en tout cas qui sont inscrits un peu dans les valeurs entre guillemets de la République, même si je n'aime pas cette expression, mais ou en tout cas ce serait plus dur, je pense, ça aurait été plus difficile que Femen s'implante en Angleterre, clairement, ou dans des pays nordiques. Ça m'aurait semblé, après il y a eu des mouvements, hein, mais avec une telle ampleur, ça m'a semblé plus difficile. En 2014, tu es condamné pour exhibition sexuelle à 1 mois de prison avec sursis, des dommages et intérêts, des frais de justice pour ton action à la Madeleine, où tu as simulé un avortement seins nus près de l'autel en brandissant des morceaux de foie de veau sanguinolents pour figurer le fœtus avorté de Jésus. Avais-tu conscience des risques que tu prenais à ce moment-là ? Pas du tout. Là, vraiment, pour le coup, on est en plus, pour moi, dans une action super soft, où c'est une photo. En gros, il s'agit d'aller faire une photo dans une église. Il n'y a pas de mots, c'est hyper calme, c'est silencieux, ça dure, 1 minute 20, on va dire. Et puis, tout d'un coup, la seule chose en fait qu'on n'avait pas prévue, c'est qu'il y avait un chœur qui répétait en contrebas de l'hôtel. Et il y a le chef d'orchestre qui m'a vu, qui m'a demandé de partir, mais dès qu'il m'a demandé de partir, je me suis rhabillée, je suis partie. Et voilà, enfin, pour moi, c'était vraiment assez anodin comme action de Femen, en fait. C'est plus le rôle des médias. Je pense que si elle n'avait pas été relayée médiatiquement comme ça, il se serait absolument rien passé. J'en suis convaincue. J'en suis d'autant plus convaincue qu'avant cette action-là, Femen avait fait d'autres photos seins nus à l'église de la Madeleine pour les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et c'était absolument rien passé. Donc je pense que c'est lié à cette médiatisation et j'avais absolument pas prévu ça, quoi. Donc comment tu t'es sentie à l'annonce de la condamnation ? J'ai vraiment halluciné, quoi. C'était et puis je pense que c'est aussi des discussions avec mon avocat et tout ça où on se dit, au-delà de j'ai pas mesuré les conséquences, on est en France au XXIe siècle et on me dit que je suis exhibitionniste, que je fais de l'exhibition sexuelle parce que j'ai mené un combat politique. On me ramène au fait que j'avais une intention sexuelle. Enfin, c'est fou, quoi. Et pendant ce temps-là, on voit des hommes torse nu au but de Chaumont et qu'il fait plus de 35 degrés. Enfin, je sais pas, tout ça est fou, en fait. J'ai eu du mal, vraiment. C'est comme si j'avais réalisé. Je m'étais rendu compte qu'on était dans un pays, quand même, très, très conservateur et que les droits des femmes, c'était pas ça, quoi, encore. Et comment tes proches ont réagi ? Je crois que la plupart a halluciné aussi. Enfin, il y a toujours cette espèce d'incrédulité, même aujourd'hui encore. Il y a toujours les procès continuent malheureusement encore. Oui. Il y a toujours cette incrédulité, des gens qui me disent mais c'est pas possible quand même. Puis là maintenant c'est 2020. Enfin, oui. le temps avance et rien ne change. Et donc ils ont plutôt été des grands soutiens, mais avec ce truc un peu incrédule. Tout le monde était un peu sonné, j'ai l'impression, en disant c'est pas possible. Enfin, c'est dingue quand même. On est en France et ouais. Mais malgré les appels et tout ça, que la décision soit toujours confirmée, et ma condamnation confirmée, je pense que personne n'y croit vraiment, quoi. J'ai créé ce podcast pour démontrer concrètement que de ne pas prendre de risques, c'est de ne pas oser la liberté, que quand on prend un risque, on échoue parfois, mais on est toujours grandi de l'avoir pris. Je te demande ainsi ce que cette expérience t'a apporté dans ta vie. En quoi elle t'a fait grandir ?
L'expérience de Femen ? Oui. Elle m'a apporté énormément. Je pense qu'elle m'a appris que déjà le militantisme collectif, c'était fini pour moi. Et que j'en avais fait le tour, ou qu'en tout cas, ça me correspondait plus. À cette époque-là, c'était fini. Donc, j'ai eu envie de militer sans étiquette et de plus être attachée à un groupe. Ça m'a appris ce qu'on disait tout à l'heure, de cette notion de soi, en fait, je pense, de me faire passer avant la cause. Et je pense que de par mon vécu et le fait que j'ai été victime de violence, je pense que n'importe quelle victime de violence qui se répare a du mal à se faire passer avant les autres ou à prendre soin de soi, parce que personne ne l'a jamais appris. Donc on se retrouve un peu comme un enfant de 2 ans et on se dit bah oui, en fait, si j'ai faim, il faut que je mange, si je suis fatiguée, il faut que je dorme, si j'ai froid, je mets un pull. Mais c'est vraiment de ce niveau-là, en fait. Et j'ai l'impression que c'est exacerbé par le militantisme. On nous apprend qu'il faut tout donner pour la cause, tout sacrifier, et que c'est pas grave si nous on en pâtit. Et j'ai l'impression que ces 2 trucs-là étaient imbriqués chez moi, et que le fait d'être allée entre guillemets aussi loin avec Femen m'a fait réaliser que non, c'était moi qui passais avant, en tout cas, et que c'était important, et que aussi être féministe et être militante, c'était ça. C'était d'abord prendre soin de soi, c'est une forme d'engagement aussi. Tu dis dans une interview accordée au Parisien en 2015 que cet activisme féministe n'a pas endommagé ta vie sentimentale ou amicale, mais c'est que ça a renforcé plein de choses. Ça a renforcé quoi ? Ça a renforcé ma conviction qu'il y a un problème avec le corps des femmes. En tout cas, ça a tellement... les conséquences ont été tellement folles, ou même les violences sur les réseaux sociaux, tout ça, les réactions sont tellement folles que pour moi, ça indique bien qu'il y a un problème, quoi. J'ai l'impression qu'au moins, ce qu'on peut retirer à Femen, ce qu'elles ont mis à jour, c'est ce problème qui était pas forcément aussi visible avant dans la société française, du corps des femmes, qui reste un tabou absolu, et je pense que ça a renforcé plein de convictions à ces endroits-là, en disant c'est dingue, je soupçonnais qu'il y avait un problème, et là c'est devenu vraiment hyper évident. Et je pense que c'est ça que ça a renforcé aussi la volonté de dialoguer avec d'autres féministes avec qui je suis pas forcément d'accord, de créer des ponts énormément, et de ne plus, ce que je disais tout à l'heure, de ne plus être dans un seul groupe ou de parler au nom d'un collectif, et de parler en mon propre nom. Et c'est quelque chose, je pense, que j'ai toujours cherché à travers mes différents engagements, et que j'ai enfin assumé après ce passage à Femen, dire bah non, et si de toute façon, si on n'est pas d'accord avec moi, bah c'est pas grave, et puis si je dis quelque chose, au moins je serai forcément d'accord ou pas d'accord avec moi, mais en tout cas c'est plus simple à porter comme parole que celle d'un groupe. Si c'était à refaire, tu le referais ? Je le referais, je pense, différemment. À mon avis, je partirais plus tôt du mouvement, parce que j'y suis restée 2 ans à peu près au final. Je partirais plus tôt, et je pense qu'il y a certaines choses que j'ai essayé de faire à l'intérieur du mouvement que j'ai pas vraiment réussi à l'époque, que je pousserais un peu plus aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Avec la mort de Oksana Tchatko, 2e membre des Femen qui se suicide en 3 ans, tu vois comment l'avenir des Femen ? Je ne sais pas du tout. Moi, en fait, je les vois plus trop dans les médias déjà. Enfin, je sais pas si. Après, j'avoue que je tape pas Femen dans Google et je cherche pas. J'ai pas une alerte Femen, voilà. Mais je les trouve beaucoup moins présentes dans les médias. Je sais pas du tout comment elles sont constituées. Je sais plus qui est dedans. Et j'ai l'impression que quand je vois certaines actions, j'en connais plus aucune. Donc, je pense qu'il y a eu un gros turnover, et qu'il y a peut-être aussi eu beaucoup de réticence suite au suicide d'Oksana, qui a quand même été aussi beaucoup médiatisé. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut pas laisser indifférent. C'est une jeune femme qui était militante, en bonne santé, a priori, et qui décide de se suicider sans vraiment de raison et tout. C'est forcément, ça marque même au-delà de Femen, je pense, les militantes féministes et tout, et que personne n'a vu, a priori, qu'elle était en détresse, ou qu'elle n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait pour l'entendre ou pour l'aider. C'est questionnant. Donc je sais pas si ça donne envie de rejoindre le mouvement, quoi. Enfin, moi, typiquement, si aujourd'hui je découvrais Femen après ça, je me dirais ça fait un peu peur, quoi. Mais... C'est quoi ta vision des derniers mouvements féministes, MeToo et Balance ton porc ? Enfin, j'ai envie de dire. Ça me rend super contente. Je suis ravie que les femmes libèrent enfin la parole sur ces violences qui ont été tues pendant des années. Je pense que là, on voit en ce moment en France, il y a une petite accélération avec Adèle Haenel, avec Roman Polanski. J'ai l'impression qu'il y a un rebond. Là où au début avec Time's Up et MeToo aux États-Unis, ça a été une grosse vague, une déferlante un peu, et je trouvais qu'en France ça prenait un petit peu de temps à décoller, ou que j'étais très étonnée de voir que dans certains corps de métier on n'en a toujours pas parlé, comme dans le journalisme par exemple. Je suis là, c'est fou, enfin, puis tout le monde le sait en off, j'ai l'impression, enfin c'est toujours ce truc un peu hypocrite, on attend que telle ou telle personne tombe, quoi. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après, parce que
maintenant, au moins, on pourra plus faire semblant de pas avoir su. Ces gens qui savent et qui encouragent des violences ou qui les permettent pendant des années sont complices et sont des gens qui participent à ce système des violences faites aux femmes et des violences sexuelles. Donc j'ai l'impression que ça, aujourd'hui, on pourra plus dire « Ah oui, je savais que mon collègue avait des problèmes avec les femmes ou les agressait sexuellement, mais j'ai rien dit parce que… » Non, pour moi, aujourd'hui, ça au moins, c'est ça qui va bouger, c'est que cette espèce de complicité silencieuse, elle est plus possible, quoi. Et ça, c'est super aussi. J'espère qu'il va y avoir d'autres prises de parole. Selon toi, c'est quoi être féministe aujourd'hui ? C'est dur. C'est dur de répondre. Pour moi, c'est vraiment de croire en l'égalité et d'essayer d'œuvrer pour ça. Après, il y a tellement de moyens d'être féministe. Je pense qu'on nous a un peu... On nous fait un peu croire que être féministe, c'est forcément être militante. Alors que j'ai plein d'exemples dans mon entourage de personnes qui sont pas engagées dans des mouvements, qui sont pas militants au sens politique du terme forcément ou associatif du terme, et qui sont clairement féministes dans leurs actions du quotidien. Être féministe, c'est aussi prendre du temps de parler avec ses proches, d'essayer de transmettre, je sais pas, une éducation non genrée, de comprendre que une femme voilée, une travailleuse du sexe ou une vieille dame de 95 ans, elles peuvent être féministes, elles peuvent avoir leur liberté à leur façon, enfin tout ça, quoi. En tout cas, tout ce qui est intersectionnel me parle, même si parfois j'ai l'impression que dans l'intersectionnalité, il y a encore la notion de classe qui n'est pas toujours prise en compte, en France en tout cas. Mais sinon, oui, c'est important de prendre toutes ces discriminations subies en même temps et de s'écouter toutes et de ne pas prendre la parole à la place des autres. Peut-être ça serait ça en numéro 1 que je dirais aujourd'hui, c'est de savoir se taire quand on n'est pas concerné, en fait. C'est aussi féministe. Avec toi, tes médias. Complètement, ouais. De dire, moi, je peux parler au nom de moi ou de mes classes sociales auxquelles j'appartiens, mais je peux pas parler au nom de femmes que je ne suis pas, que je ne connais pas, que j'éprouve pas leur quotidien. Et c'est important de se taire à ce moment-là. Je pense que c'est tout aussi féministe que de prendre la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, le vrai risque, c'est finalement de ne pas adhérer totalement au féminisme ? Le risque, pour moi, c'est de présenter le féminisme comme l'empowerment absolu ou de faire du marketing, en fait, féministe, quoi. C'est que quand on voit des t-shirts féministes, des slips, des culottes, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie, en fait ? Est-ce qu'on va avoir... je sais pas, un string écolo, antiraciste. Ben non, personne va faire ça. Et cette espèce de coolitude qu'il y a autour du féminisme ou aussi de tout ce qui est queer, LGBT, qui est quand même complètement horrible, comme si c'était super cool d'être gay, lesbienne, enfin... Je sais pas, c'est comme si on disait c'est super cool d'être arabe, d'être musulman, mais on sait que c'est pas vrai. Enfin, peut-être, c'est une espèce d'exotisme que les dominants ont envie de récupérer, de se réapproprier, mais c'est pas cool du tout. Et je trouve que c'est ça qui est dangereux, en fait, c'est de nous faire croire que le féminisme c'est cool, que le féminisme ça marche, que le féminisme ça fait vendre, alors qu'on sait que c'est complètement faux et que des artistes, même des romancières, par exemple féministes, le disent si j'étais pas féministe je vendrais plus, c'est clair. Si je disais pas que j'étais féministe, au travail ça serait plus simple. Enfin, on sait que c'est pas du tout quelque chose de valorisant. Je pense que le risque c'est de nous faire croire que c'est cool, plutôt. Une question que je pose à tous mes invités, c'est quoi ta définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement ? C'est dur. Ma définition du risque, ça serait ce que je disais, de réussir à En fait, quelqu'un pour moi qui prend pas jamais de risque, c'est louche, et quelqu'un qui en prend tout le temps, c'est louche. C'est vraiment de doser. Pour moi, on peut pas vivre sans prendre de risques. C'est inhérent à l'existence et à nos chemins. Par contre, tout le temps se mettre en danger et être un peu animé par cette adrénaline-là aussi en permanence, c'est pour moi qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Je pense que ce qui est le risque, c'est savoir parfois ne pas se reposer sur ses acquis ou ne pas faire le choix le plus facile sans pour autant se mettre trop en danger. C'est ce qui est très difficile. Je trouve que c'est cet équilibre-là qui est très dur à trouver et que la société ne nous apprend pas non plus, puisqu'on est dans un truc hyper binaire, d'extrême, où c'est ça ou ça, c'est noir ou blanc. Donc on va avoir du mal à trouver, je trouve, cet équilibre-là, quoi. Et je me souviens plus de la deuxième partie de la question, pardon. C'est les risques nécessaires pour vivre pleinement. Ah oui. Je pense de s'écouter soi avant les autres, et c'est super dur quand tout le monde nous ramène à des normes. Je pense que c'est ça le plus dur, et c'est les risques vraiment qu'il faut prendre. Par exemple, je sais pas si on a envie de vivre, d'être freelance et que tout le monde nous dit le CDI et la retraite et comment tu cotises et comment tu vas t'acheter une maison, puisque maintenant c'est un peu ça. Non, de résister comme ça à cette norme qui soi-disant veut notre bien, mais qui en fait n'écoute pas nos vrais besoins.
d'être à l'écoute de nos véritables besoins. Je pense que c'est des risques qu'il faut prendre et il faut aller au bout, et c'est très difficile parce que tout est fait autour de nous pour qu'on le fasse pas en fait. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.